Imaginez un câble capable non seulement de conduire le courant, mais aussi de résister à la foudre, à la pression souterraine et à des décennies de service sans défaillance. Où n'est-il? Dans des usines où le cuivre est étiré jusqu'à l'épaisseur d'un cheveu et où les polymères sont fondus dans des tours aussi hautes qu'un immeuble de 10 étages. Ici, on crée les artères du réseau électrique, celles-là même qui alimentent des villes entières. Mais le plus grand secret est ailleurs. Comment une erreur d'un micron peut-elle ruiner un projet d'1 million de dollars? Regardez jusqu'à la fin, et vous découvrirez ce qui se trouve réellement à l'intérieur du câble d'alimentation qui maintient le monde dans la lumière. Et dans votre pays, utilise-t-on encore des lignes aériennes ou passe-t-on déjà aux lignes souterraines? Une part importante du réseau énergétique américain a été construite il y a plusieurs décennies et nécessite une modernisation. Le remplacement des anciennes lignes aériennes par des câbles souterrains à haute tension est l'une des tendances clés pour améliorer la fiabilité et la résilience du réseau. Nous nous trouvons sur le site de l'une des principales entreprises de production de câbles, où naissent les solutions pour l'infrastructure énergétique du futur. C'est un complexe de haute technologie qui allie des décennies d'expérience, des développements scientifiques de pointe et les équipements les plus modernes. Notre mission est de fournir au monde des câbles fiables, efficaces et sûrs, capables de supporter des charges extrêmes et de fonctionner dans les conditions les plus difficiles. Chaque grand projet commence par des éléments fondamentaux. Pour nous, ce sont des matières premières de haute qualité. Au cœur du câble se trouve le conducteur, l'âme qui transporte le courant électrique. Nous utilisons du cuivre ou de l'aluminium, rigoureusement sélectionnés pour leur pureté et leur conductivité électrique. Ces métaux nous parviennent sous forme de barres ou de fils machines et constituent le point de départ pour la création d'un conducteur fiable. La première étape de production est le tréfilage. Dans des ateliers spécialisés, à l'aide de puissantes tréfileuses, le fil machine épais est progressivement transformé en un fil fin d'un diamètre donné. Ce processus exige une grande précision et un contrôle constant, car même de légers écarts peuvent affecter les caractéristiques électriques du futur câble. Nous utilisons un tréfilage multi-étapes, ce qui permet d'atteindre une géométrie et des propriétés mécaniques parfaites du fil. Le fil obtenu est ensuite acheminé vers les machines à toronner. Ici, des centaines ou des milliers de fils individuels sont assemblés en une seule âme monolithique. La configuration du toronnage peut varier, de la classique section ronde à la section sectorale, ce qui assure la compacité et une utilisation efficace de l'espace à l'intérieur du câble. Le toronnage ne confère pas seulement de la résistance à lame, mais optimise également ses caractéristiques électriques, en réduisant l'effet de peau et les pertes d'énergie. Chaque âme subit un contrôle qualité strict pour garantir l'absence de défauts. Une fois le conducteur formé, une étape d'une importance capitale commence. L'application de l'isolant. C'est le cœur de la protection du câble, qui assure sa rigidité diélectrique et sa sécurité. Les câbles à haute tension exigent le plus haut niveau d'isolation. C'est pourquoi nous utilisons des matériaux polymères modernes. Sa rigidité diélectrique exceptionnelle, sa résistance aux températures élevées et sa durabilité en font le choix idéal. Le processus d'application de l'isolant se déroule dans des lignes d'extrusion verticale. Ce sont certaines des plus hautes structures de notre usine, atteignant plusieurs dizaines de mètres. Ici, le conducteur passe à travers une tête d'extrusion spéciale où 3 couches sont appliquées en une seule passe. Un écran semi-conducteur interne, l'isolant principal en polyéthylène réticulé et un écran semi-conducteur externe.
Les écrans semi-conducteurs jouent un rôle clé dans l'uniformisation du champ électrique, prévenant l'apparition de décharges partielles qui pourraient endommager l'isolant. Ce processus se déroule dans des conditions de propreté absolue, dans ce qu'on appelle des salles blanches, où la quantité de particules de poussière dans l'air est rigoureusement contrôlée pour éviter toute impureté dans l'isolant. Après l'extrusion, le câble passe par des zones de vulcanisation et de refroidissement. Dans la tour de vulcanisation, sous l'effet d'une haute température et d'une haute pression, le polyéthylène acquiert sa structure réticulée finale, ce qui améliore considérablement ses propriétés mécaniques et thermiques. Ensuite, le câble est refroidi lentement, ce qui prévient les contraintes internes et les déformations. Ce cycle est vital pour assurer la longévité et la fiabilité de l'isolant en conditions d'exploitation. L'étape suivante est l'application d'un écran métallique. Il peut s'agir d'un enroulement hélicoïdal, de fils de cuivre ou d'un ruban de cuivre. L'écran métallique remplit plusieurs fonctions importantes. Il sert de mise à la terre, protège contre les interférences électromagnétiques externes et, ce qui est le plus important, assure la sécurité en cas de défaillance de l'isolant en évacuant le courant de court-circuit. Nous accordons une attention particulière à la densité et à l'uniformité de l'application de cette couche. Pour les câbles destinés à être posés dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple dans un sol avec un risque de dommages mécaniques ou sous l'eau, une protection supplémentaire est prévue, le blindage. Il peut s'agir d'un enroulement de ruban ou de fil d'acier qui assure une protection mécanique exceptionnelle contre les agressions extérieures. Les câbles blindés ont une résistance accrue à la traction, au choc et à l'abrasion, ce qui garantit leur fonctionnement même dans les environnements les plus rudes. L'étape finale est l'application d'une gaine de protection extérieure. Elle est fabriquée à partir de compositions polymères spéciales, résistantes aux rayons ultraviolets, à l'humidité, aux produits chimiques et aux dommages mécaniques. La gaine extérieure est la première ligne de défense de l'ensemble du câble, le protégeant des facteurs environnementaux agressifs. Nous utilisons différents types de gaines en fonction des conditions d'exploitation spécifiques, y compris des matériaux qui ne propagent pas la flamme, pour une sécurité incendie accrue. Nous effectuons des tests à haute tension, vérifions la rigidité diélectrique de l'isolant, mesurons les décharges partielles. Ce sont des décharges d'étincelles microscopiques qui peuvent indiquer des défauts cachés dans l'isolant. Notre objectif est de détecter toute faiblesse potentielle avant même que le câble ne quitte les murs de l'usine. Nous contrôlons également la résistance du conducteur, l'épaisseur de l'isolant, les dimensions géométriques, les propriétés mécaniques et de nombreux autres paramètres pour nous assurer que chaque mètre de notre production est conforme aux normes internationales les plus strictes. De plus, des tests de durabilité, de résistance au cycle de chauffage-refroidissement, à l'exposition à des environnements agressifs et aux rayons ultraviolets sont effectués. Seuls les câbles qui ont passé avec succès tous ces tests obtiennent l'autorisation d'être expédiés aux clients. Cela garantit que notre production servira pendant des décennies en remplissant ses fonctions de manière fiable. Quand un câble a passé toutes les vérifications, il est enroulé sur des tourelles spéciaux de grand diamètre. Chaque touret est soigneusement marqué, indiquant toutes les données techniques nécessaires. Ensuite, les câbles finis sont transportés vers les sites de pose, où ils deviendront une partie du réseau énergétique mondial. Il est important de noter que la fiabilité d'une ligne de câble ne dépend pas seulement du câble lui-même, mais aussi de la qualité de son installation et du montage des boîtes d'extrémité et de jonction. Ces composants
sont une partie intégrante du système de câblage, assurant une connexion électrique fiable et l'étanchéité du câble. Nos spécialistes fournissent également des consultations et des formations sur le montage correct, afin de garantir un fonctionnement impeccable de l'ensemble du système. Vous le tenez entre vos mains tous les jours. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ce petit granulé, à l'origine des sacs, des bouteilles et même des pièces d'avion, naît du pétrole? Au plus profond de la Terre, un liquide noir se transforme en cristaux de plastique brillants qui façonnent le visage du monde moderne. Mais voici un secret. Qu'est-ce qui est le plus cher aujourd'hui? Un baril de pétrole ou un kilogramme de ces granulés? Et pourquoi même les déchets sont-ils devenus la matière première d'une nouvelle industrie? Regardez jusqu'à la fin. Vous découvrirez comment, à partir des déchets, naît l'avenir. Et vous, savez-vous si votre pays produit des granulés de plastique ou s'il ne fait que les importer? Écrivez-le dans les commentaires. Les principales régions de production restent l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord, la Chine représentant plus de 30% du marché mondial. Dans le monde, la plupart des granulés sont fabriqués à partir de polyéthylène, de polypropylène et de polystyrène. La grande majorité de la production est axée sur les granulés de matières premières vierges, mais les volumes de granulés secondaires, du plastique recyclé, augmentent, conformément à la tendance du développement durable. Le coût du plastique et des granulés varie en fonction du type de polymère, de la région et des prix mondiaux du pétrole et du gaz. La tendance à la hausse des prix en 2025 est liée à la pénurie de matières premières, aux problèmes logistiques et aux nouvelles normes environnementales. Quel est le rapport avec les prix du pétrole? Demanderez-vous. À votre avis, à partir de quoi sont-ils fabriqués? Oui, le pétrole est la principale matière première pour la production de granulés de plastique. Il est composé d'un mélange d'hydrocarbures, de compositions et de masses moléculaires variées, et constitue une source de composés chimiques importants, tels que l'éthylène, le propylène, le styrène et d'autres monomères qui servent de briques de base pour les polymères. Le processus commence par le raffinage primaire du pétrole, dans les usines pétrochimiques, où le pétrole brut est soumis à une distillation fractionnée. On obtient ainsi différentes fractions, essence, kérosène, gazole et, ce qui est le plus important pour l'industrie des polymères, des produits pétrochimiques, éthylène, propylène, butylène, benzène et d'autres substances chimiques. L'éthylène et le propylène, obtenus à partir du pétrole, subissent une polymérisation ultérieure dans des réacteurs spéciaux, ce qui permet de créer des chaînes de polymères de différentes longueurs et structures. C'est à partir d'eux que se forment le polyéthylène, le polypropylène et d'autres plastiques, qui sont ensuite transformés en granulés. Les matériaux polymères arrivent à la production sous forme de poudre, de pâte ou de morceaux refondus, ainsi que des déchets de matières premières secondaires. Tous les matériaux sont soigneusement contrôlés pour leur conformité aux normes de pureté, d'humidité et de taille des particules. Pour garantir l'homogénéité, la matière première est généralement séchée au préalable, car une humidité excessive peut réduire la qualité des granulés et entraîner des défauts lors de la transformation. Ensuite, la matière première entre dans l'extrudeuse, la machine principale pour la production de granulés. L'extrudeuse est un long tube avec une vis sans fin à l'intérieur, qui tourne et pousse la matière première vers l'avant. Pendant son déplacement, le polymère est chauffé jusqu'à sa température de fusion, qui, pour différents types de matières plastiques, se situe entre 150 et 300 degrés Celsius. Il est crucial que la température soit strictement contrôlée pour éviter une surchauffe ou une fusion insuffisante.
À l'état fondu, le polymère passe à travers une forme spéciale, une filière, qui donne au matériau la forme nécessaire pour les opérations suivantes. Il s'agit généralement de fines tiges ou de fils. Après le formage, une étape très importante de refroidissement a lieu. Les tiges sont enroulées ou passées dans un bain d'eau froide pour stabiliser rapidement les propriétés du matériau, éviter les déformations et conserver la dureté requise. Les tiges finalement refroidies sont acheminées vers une machine de découpe où des couteaux spéciaux les coupent en granulés uniformes. La taille et la forme des granulés peuvent varier en fonction des exigences de l'application finale. Mais en général, les granulés ont la forme de petits morceaux cylindriques ou ovales d'une longueur de 2 à 5 mm. Les granulés obtenus subissent un contrôle qualité, où l'on vérifie leurs propriétés physico-chimiques, leur homogénéité, leur taille et leur pureté. Ce n'est qu'après approbation que les granulés sont emballés dans des sacs ou des trémies, prêts à être expédiés aux usines de fabrication de produits en plastique. La composante écologique devient de plus en plus importante. La production de granulés à partir de matières premières recyclées est soutenue au niveau gouvernemental dans de nombreux pays. Les investissements dans les technologies de recyclage et de réutilisation du plastique augmentent considérablement. Et le marché des biogranulés et des matériaux composites s'élargit. La matière première secondaire pour la production de granulés de plastique est constituée de déchets plastiques recyclés, qui sont réutilisés pour la fabrication de nouveaux matériaux et produits. Elle se présente sous 2 formes principales. Les déchets de production, c'est-à-dire les restes de matières premières vierges pures, sans impureté, et les déchets ménagers ou industriels, qui ont déjà été utilisés et peuvent contenir des contaminants. Après la collecte des déchets polymères, ils sont triés par type de plastique. Les plus courants pour le recyclage sont les thermoplastiques, c'est-à-dire le polyéthylène, le polypropylène, le polychlorure de vinyle, le polystyrène, le polyéthylène terephthalate. Maintenant, vous comprenez pourquoi il était nécessaire de trier soigneusement les déchets? Le tri est très important pour éviter le mélange de polymères de différents types, ce qui pourrait dégrader la qualité des futurs granulés. L'étape suivante est le broyage, où les déchets plastiques sont coupés en petits morceaux. Ensuite, ils sont soigneusement lavés pour enlever la saleté, la graisse, les étiquettes et autres impuretés. Après cela vient le séchage, qui permet d'éliminer l'humidité excessive et de préparer le matériau pour la fusion. Ensuite, la matière première secondaire subit une agglomération, un processus au cours duquel le broyat est chauffé et mélangé jusqu'à un état plastique, puis refroidi et formé en petites billes, l'agglomérat. Habituellement, l'agglomérat est ensuite granulé, obtenant des granulés qui, par leur aspect et leurs propriétés, sont très proches des granulés vierges et peuvent être utilisés pour la production de nouveaux articles. L'utilisation de granulés issus du pétrole est importante pour les produits complexes et exigeants, où une résistance et une durabilité maximale sont nécessaires. En même temps, la production de matières premières vierges nécessite plus d'énergie et de ressources par rapport à la matière secondaire, ce qui encourage le développement des technologies de recyclage. Quant aux granulés secondaires, ils sont utilisés pour fabriquer les mêmes types de produits que la matière première vierge. Films, sacs, conteneurs, matériaux de construction, pièces industrielles et bien d'autres. Le développement du marché des matières premières secondaires est stimulé par les efforts de politique environnementale, le renforcement des normes de recyclage et le progrès technologique. En même temps, il existe des défis. La qualité des granulés secondaires dépend de la pureté et du tri.
Et tous les types de plastique ne se prêtent pas bien au recyclage. Cela nécessite une normalisation, de nouvelles solutions technologiques et un travail de sensibilisation auprès de la population. En 2025, au niveau mondial, des recherches actives et des investissements se poursuivent dans le développement des technologies de recyclage du plastique, y compris le développement de nouveaux matériaux et de méthodes chimiques qui pourraient améliorer radicalement la situation environnementale. Aujourd'hui, nous partons en voyage au cœur de léviathans industriels, dans ces lieux où naissent les artères de notre monde moderne. Nous allons parler de la création des carrières à ciel ouvert, des vallées montagneuses créées de main d'homme, qui impressionnent par leur échelle et leur complexité. Ces excavations gigantesques dans la croûte terrestre témoignent non seulement de la puissance inégalée de la technologie moderne, mais aussi du travail de longue haleine de milliers d'ingénieurs, de géologues et d'ouvriers. Nous découvrirons comment ces structures colossales sont créées et quel rôle jouent dans ce processus de véritables titans de l'ingénierie, les excavatrices géantes. Préparez-vous à un récit sur l'échelle, la précision et la force impressionnante qui redessine le paysage de notre planète. Les plus grandes excavatrices de carrière, par exemple, les pelles à câbles électriques, peuvent peser plus de 1000 tonnes. Certains modèles d'excavatrices à roue pelle, utilisés en Europe, atteignent un poids de plus de 13 000 tonnes et sont les plus grandes machines terrestres au monde. La création d'une carrière n'est pas un simple creusement de trous. C'est un processus extrêmement complexe, en plusieurs étapes, qui commence bien avant que la première excavatrice ne morde la terre. Tout débute par une exploration géologique minutieuse. Des équipes de géologues étudient pendant des années les entrailles de la Terre, forent des puits, prélèvent des échantillons pour localiser avec précision les gisements de minéraux, leur profondeur, leur qualité et leur volume. C'est une immense enquête policière où chaque échantillon de roche est un indice crucial. Quand les minéraux sont localisés, les ingénieurs et les planificateurs entrent en jeu. Ils élaborent un projet détaillé de la carrière qui couvre chaque aspect, de l'angle d'inclinaison optimale des parois et de la largeur des voies de transport au système de drainage qui évacuera l'eau. C'est un travail colossal qui exige des calculs précis, car la sécurité et l'efficacité de l'exploitation future dépendent de chaque détail. À ce stade, on décide de la forme de la carrière, de l'emplacement des terrasses, appelées des gradins, sur lesquels se déplaceront les engins, et de l'organisation de la logistique pour évacuer des centaines de millions de tonnes de roches. Après des années de planification, vient le temps de l'action. Avant d'atteindre les précieux minéraux, il faut enlever ce qu'on appelle les morts terrains, les couches de sol, d'argile et de roches stériles qui recouvrent le gisement. Cela peut représenter un volume de travail colossal, car l'épaisseur des morts terrains atteint parfois des dizaines, voire des centaines de mètres. C'est ici que les excavatrices géantes entrent en scène. Ce sont de véritables colosses, pesant des centaines, voire des milliers de tonnes, avec des godets de la taille d'une petite pièce, capables de saisir des dizaines de mètres cubes de terre en une seule fois. Elles travaillent en tandem avec les tombereaux miniers, d'autres titans capables de transporter plus de 300, et certains même 400 tonnes de charge en un seul voyage. Les excavatrices chargent les morts terrains dans les tombereaux, qui les transportent ensuite vers des décharges spécialement aménagées, créant ainsi de véritables montagnes artificielles. Le volume du godet de ces machines peut varier de 40 à 70 mètres cubes, et pour les plus grands modèles, jusqu'à 100 mètres cubes. Cela signifie qu'en une seule bouchée,
Une telle excavatrice peut soulever une charge équivalente à 100 tonnes de roches ou plus, ou contenir de 5 à 7 voitures. Si les roches sont trop dures pour être extraites directement par l'excavatrice, on a recours au sautage. Des foreuses perçant de profonds trous dans la roche, où l'on place ensuite des explosifs. Une explosion contrôlée fragmente la roche, la rendant accessible aux excavatrices. C'est une étape spectaculaire et extrêmement responsable, qui exige le respect le plus strict des règles de sécurité. Après le décapage des morses-terrains, commence l'étape la plus importante, l'extraction des minéraux et la formation de la carrière elle-même. La carrière est exploitée par gradins, semblables à des escaliers géants ou des terrasses. C'est fait pour assurer la stabilité des parois de la carrière et pour créer des plateformes de travail pratiques pour les engins. Sur chaque gradin, travaille sa propre armada d'excavatrices. Il peut s'agir d'énormes pelles de carrière à entraînement électrique, capables de travailler en continu pendant des mois, ou d'excavatrices hydrauliques qui se distinguent par leur grande manœuvrabilité et leur précision. Elles grignotent la roche, la chargeant dans les tombereaux en attente. Certaines excavatrices sont si grandes qu'on doit même les assembler directement sur le site d'extraction, au lieu de les livrer déjà montés. Imaginez le godet d'une telle machine. Il peut contenir une voiture, voire plusieurs. En une heure, un tel géant peut déplacer des milliers de mètres cubes de roche. La carrière s'approfondit par gradins, s'élargissant progressivement. Cela ressemble à une immense spirale qui descend dans les entrailles de la Terre. Un véritable balai de machines travaille en permanence. Les excavatrices creusent, les tombereaux transportent, les bulldozers nivellent les plateformes et les niveleuses entretiennent les routes en bon état. Parfois, pour les roches particulièrement tendres ou pour travailler dans des endroits difficiles d'accès, on peut utiliser des excavatrices à roupelles, des machines colossales avec une roue rotative équipée de nombreux godets qui grignotent la roche en continu et la déchargent sur un convoyeur. En une heure, une excavatrice géante peut déplacer de 4000 à 10 000 mètres cubes de roche. Imaginez combien de temps une personne ordinaire travaillerait à la pelle pour atteindre un tel résultat. L'ensemble du processus est accompagné d'un contrôle continu. Les géologues prélèvent constamment des échantillons de roche pour s'assurer que l'on extrait bien ce qu'il faut et que la qualité répond aux exigences. Les ingénieurs surveillent la stabilité des pentes, l'état des routes et la sécurité des travaux. Une carrière géante n'est pas un simple trou dans le sol. C'est tout un complexe industriel avec sa propre infrastructure. Pour assurer le fonctionnement ininterrompu d'une telle machine, il faut des milliers de kilomètres de routes pour les tombereaux, des systèmes d'alimentation électrique pour les excavatrices électriques, des ateliers pour l'entretien et la réparation des engins, ainsi que des bâtiments administratifs, des cantines et même des camps d'hébergement pour les travailleurs. L'évacuation de l'eau ou l'exor revêt une importance particulière. Dans de nombreuses carrières, de puissantes stations de pompage fonctionnent en permanence, évacuant les eaux souterraines et pluviales pour sécuriser le travail des engins et éviter les inondations. Sans un système de drainage efficace, la carrière se transformerait rapidement en lac. Le minerai extrait est ensuite acheminé vers des usines de traitement, souvent situées juste à côté de la carrière. Là, il est concassé, enrichi, purifié, transformé en un produit fini qui part ensuite par wagon ou camion vers les consommateurs du monde entier. La vie d'une carrière n'est pas éternelle. Lorsque les réserves de minéraux sont épuisées ou que l'exploitation devient économiquement non rentable, la carrière est fermée. Mais cela ne signifie pas qu'on l'abandonne simplement. Les normes modernes exigent une réhabilitation, la restauration des terres perturbées. Les anciennes carrières peuvent être transformées en lacs, en parcs forestiers, en terres agricoles ou même en zones de loisirs.
C'est un processus complexe et coûteux, qui est une partie importante d'une exploitation minière responsable. Chaque année, plus de 100 tonnes de matériaux sont produites dans le monde, mais un seul d'entre eux défie les lois de la physique. Ce n'est ni du métal, ni du plastique. C'est le graphène. Un matériau plus fin que l'ADN humain, mais 200 fois plus résistant que l'acier. Imaginez, une seule de ces couches pourrait supporter le poids d'un éléphant en équilibre sur la pointe d'un crayon. Il est plus léger que l'air, transparent comme le verre, et en même temps, il conduit le courant mieux que le cuivre. Mais le plus fascinant, c'est que nous ne connaissons toujours pas les limites de ces possibilités. Regardez jusqu'à la fin. Vous découvrirez comment quelque chose de presque invisible pourrait changer l'avenir de toute l'industrie. Alors, le graphène est un matériau bidimensionnel, composé d'une seule couche d'atomes de carbone, disposé en un réseau dense et bidimensionnel, en forme d'hexagone. Il possède une série de propriétés uniques qui le rendent incroyablement prometteur. Les atomes de carbone dans le graphène sont liés entre eux par des liaisons covalentes extrêmement solides. En substance, chaque atome fait partie d'un maillage absolument dense et impeccable. Lorsque nous essayons d'étirer, de percer ou de casser une feuille de graphène, nous essayons en fait de rompre ces liaisons. Ce qui est unique, c'est que lorsqu'une force externe est appliquée au maillage, il ne se brise pas simplement. Au lieu de cela, le réseau hexagonal parfait assure une répartition uniforme de la contrainte sur l'ensemble du matériau. Les physiciens ont découvert que pour percer une feuille de graphène parfaite avec un crayon, par exemple, il faudrait une force comparable au poids d'un éléphant en équilibre sur la pointe de ce crayon. Pourquoi parlons-nous spécifiquement de poids? C'est un point d'une importance capitale. Quand les scientifiques comparent les matériaux, ils évaluent leur rapport spécifique résistance sur poids. Par exemple, l'acier est un matériau solide, mais il est aussi très lourd. Le graphène, lui, est aussi solide que l'acier, voire plus, mais son poids est dérisoire. Une feuille de graphène est si fine qu'un kilogramme de ce matériau pourrait couvrir une surface comparable à plusieurs terrains de football. Cela signifie que, si nous prenions un morceau de graphène et un morceau d'acier de haute qualité de même poids, le graphène supporterait une charge 200 fois plus importante avant de se déformer ou de se rompre. Cette caractéristique en fait le candidat idéal pour la création de matériaux composites ultra légers et ultra résistants pour l'aérospatiale, le blindage et les équipements sportifs de haute technologie. Imaginez que même le plus petit ajout de graphène à des matériaux ordinaires, comme les plastiques ou les résines époxy, peut les transformer en quelque chose de complètement nouveau. Les scientifiques travaillent déjà à la création de gilets pare-balles ultra fins mais impénétrables, qui pèsent beaucoup moins que les blindages traditionnels en Kevlar. L'ajout d'une infime quantité de graphène au béton peut le rendre beaucoup plus résistant aux fissures et aux dommages, prolongeant la durée de vie des ponts et des bâtiments. Les carrosseries et les fuselages d'avions à base de graphène seraient plus légers, ce qui entraînerait des économies de carburant significatives, tout en devenant beaucoup plus solides et plus sûrs. Ainsi, le graphène est l'incarnation d'un paradoxe. Il est presque invisible, mais sa résistance surpasse celle des métaux les plus forts. Cela ouvre une ère entièrement nouvelle, en sciences des matériaux, où les matériaux sont à la fois légers, flexibles et d'une solidité inégalée. La production de graphène est un véritable casse-tête pour les scientifiques. On peut l'obtenir de 3 manières principales, qui diffèrent par leur coût, leur qualité et leur volume de production.
Imaginez que vous deviez fabriquer une feuille très fine, mais qu'elles doivent être parfaites. La première méthode est l'exfoliation mécanique. C'est de cette manière que le graphène a été découvert. Ici, tout est simple. On prend du graphite ordinaire, qui est un empilement de couches de carbone, et on essaie d'en détacher une seule et unique couche. Les scientifiques ont littéralement utilisé du ruban adhésif pour arracher les couches à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il ne reste sur le ruban que cette fameuse couche monoatomique recherchée. Cela donne le graphène le plus pur et le plus parfait, un véritable diamant pour la recherche fondamentale. Mais le problème est évident. Cette méthode est terriblement lente, impossible à mettre à l'échelle et ne convient qu'au laboratoire. La deuxième approche est l'exfoliation chimique. On l'utilise quand on veut obtenir beaucoup de graphène pour l'ajouter dans des batteries, des plastiques ou des encres. Ici, on ne joue pas avec du scotch, on sort l'artillerie lourde chimique. On plonge le graphite dans des acides et des oxydants très puissants, qui s'infiltrent entre les couches de carbone et commencent à les écarter. Le résultat est un mélange épais. Ensuite, on le traite aux ultrasons, comme avec un mixeur, et les couches de graphite se séparent finalement dans l'eau ou un autre solvant. C'est ce qu'on appelle l'oxyde de graphène. Après cela, il faut réduire cet oxyde de graphène pour qu'il redevienne conducteur d'électricité. Cette méthode est bon marché et produit de grands volumes, mais le produit final a toujours beaucoup de défauts et d'impuretés. Il convient pour les composites, mais pas pour l'électronique sensible. La troisième et la plus prometteuse des méthodes est le dépôt chimique en phase vapeur, CVD. C'est la technologie pour créer des toiles de graphène de haute qualité et de grande taille, nécessaires pour les écrans tactiles ou les microcircuits. Ici, on n'arrache rien, on fait pousser le matériau à partir de zéro. On prend une fine feuille de métal, généralement du cuivre, et on la chauffe très fort, jusqu'à 1000 degrés Celsius. Puis, on introduit dans le four un gaz contenant du carbone, par exemple du méthane. Les atomes de carbone, libérés du gaz, se déposent sur le cuivre incandescent, qui sert de modèle parfait. Ils s'assemblent d'eux-mêmes en un maillage en nid d'abeilles monocouche et impeccable. Cette méthode donne une haute qualité et permet de fabriquer de grandes feuilles de graphène, ce qui est essentiel pour l'industrie. Le plus difficile après cela est de retirer délicatement le film de graphène du support métallique et de le transférer sur le matériau souhaité, par exemple un plastique flexible sans endommager sa structure fragile. En termes d'argent, le marché mondial du graphène est actuellement évalué à plusieurs centaines de millions de dollars américains et, selon la plupart des prévisions, il devrait croître très rapidement, doublant souvent tous les 2 ou 3 ans. Les analystes s'attendent à ce que ce marché dépasse le milliard de dollars d'ici la fin de la décennie. Cela montre que les investisseurs croient en l'adoption massive du graphène. Contrairement aux produits de base, le marché du graphène est très segmenté par type et qualité. La part du lion de la production en poids est constituée d'oxyde de graphène réduit et de paillettes de graphène. Ils sont produits par la méthode chimique et sont utilisés pour renforcer les composites, les revêtements et les encres. Ils sont bon marché, mais présentent de nombreux défauts. C'est ce qu'on appelle le volume à bas coût. Et qu'en est-il de la haute qualité? La plus petite part en poids, mais la plus chère en valeur, est le graphène monocouche pur sous forme de film. Il est nécessaire pour l'électronique de haute technologie et est très coûteux en raison de la complexité de sa production et de son transfert. Le marché de la production de graphène est très fortement concentré en Asie, en particulier en Chine. Les entreprises Inespero chinoises sont les leaders mondiaux dans la production de grands volumes de graphène pour les batteries,
et les supercondensateurs, celui-là même qui est fabriqué par la méthode chimique. Les entreprises européennes et américaines, quant à elles, se concentrent généralement sur le développement de formes de graphène plus high-tech et plus pures, c'est-à-dire des films pour les industries aérospatiales et électroniques. Chaque année, plus de 40 millions de voitures sont mises hors service dans le monde. Imaginez une chaîne de montagnes de métal, de verre et de caoutchouc qui s'étend jusqu'à l'horizon. Mais pour l'Afrique, ce ne sont pas des déchets, c'est un véritable trésor. À Lagos, au cœur du Nigeria, se trouve le plus grand marché de pièces détachées d'occasion au monde, où travaillent des dizaines de milliers de personnes, et où le taux de réutilisation des pièces atteint un incroyable 95%. Ici, chaque boulon, chaque soupape et même un phare cassé trouvent une seconde vie. Et maintenant, imaginez. Un morceau d'une vieille Volkswagen qui roulait autrefois à Berlin peut devenir une partie d'un nouveau gratte-ciel à Lagos. Regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez un secret qui changera votre perception de la mort d'une voiture. Tout commence dans le chaos du port, ou à la périphérie d'une ville gigantesque comme Lagos. Un terrain immense, sans fin, qui s'étend jusqu'à l'horizon, jonché non pas de montagnes, mais de véritables chaînes de montagnes de voitures mortes. C'est à la fois un cimetière et une maternité. Ici se côtoient des européennes fatiguées, de vieilles Peugeot et Volkswagen, qui roulaient autrefois sur les routes parfaites d'Allemagne. Et à côté, des japonaises endurantes, des Toyota et des Nissan qui ont survécu à plus d'une saison des pluies. L'air ici est dense et lourd. Il sent le vieux lubrifiant, le métal chauffé au soleil et le caoutchouc brûlé. Et par-dessus tout cela, un bourdonnement continu. Le grincement du métal, le tintement d'un marteau, le sifflement des postes à souder. Ce n'est pas une usine, c'est un organisme vivant. Et c'est dans cet organisme qu'arrive un nouveau patient. Une vieille Toyota Corolla, cabossée par la vie. Son voyage sur les routes du monde est terminé. Commence alors son voyage en pièces détachées. À peine a-t-elle eu le temps de refroidir qu'une meute de chirurgiens se jette sur elle. Ce ne sont pas des robots. Ce sont des hommes, chacun étant un spécialiste pointu. Ici, pas de chaîne de montage. Il y a des équipes. La première équipe, armée uniquement de clés et de tournevis, plonge dans l'habitacle. En quelques minutes, en sortent les sièges, les panneaux de porte, le tableau de bord, le volant. Chaque élément est minutieusement inspecté. Si un siège est simplement sale, on l'emmènera au lavage, on le nettoiera et on le vendra tel quel. Si la garniture est déchirée, on l'enlèvera et la carcasse ira chez un soudeur qui la réparera et la préparera pour une nouvelle garniture. Le tableau de bord sera démonté en ses composants. Compteur de vitesse, compte-tours, boutons. Tout cela constitue des marchandises précieuses et distinctes. Pendant que la première équipe dépaisse l'habitacle, la deuxième a déjà ouvert le capot. Ce sont les chirurgiens cardiaques. Leur cible, le cœur de la voiture, le moteur et la boîte de vitesse. Avec une vitesse et une coordination incroyables, ils débranchent tous les tuyaux, les fils et les fixations. Puis, à l'aide d'un simple palan à chaîne, jeté par-dessus une poutre rouillée, ils arrachent tout le groupe motopropulseur de son logement. Le moteur n'est pas envoyé à la fonderie. Oh non, c'est le trésor le plus précieux. On l'emmènera dans un atelier où il sera entièrement démonté jusqu'à la dernière vis. Chaque pièce, piston, soupape, vilebrequin, sera soigneusement lavée à l'essence, inspectée pour l'usure. Si une pièce est bonne,
Elle ira dans la banque d'organes pour réparer d'autres moteurs. Si elle est usée, on la restaurera ou on la vendra à la ferraille. Avec plusieurs de ces moteurs morts, un génie de la mécanique locale peut en assembler un qui fonctionnera encore 10 ans. Pendant ce temps, près de notre Toyota, une troisième équipe est déjà à l'œuvre, les esthéticiens. Ils démontent les panneaux de carrosserie, portes, ailes, capots, pare-chocs. Chaque pièce est évaluée. Si une porte est intacte, on la vendra simplement. Si elle a une bosse, ce n'est pas un problème. On l'apportera à un débosseleur, un véritable sculpteur sur métal. À l'aide d'un marteau, d'une enclume et d'un sens incroyable du métal, il redressera la bosse au point qu'elle sera presque invisible. Ensuite, la pièce sera repeinte et vendue comme presque neuve. Même un phare cassé n'est pas un déchet. On en extraira avec soin les morceaux de verre intacts, qui pourront ensuite être utilisés pour réparer un autre phare. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les neurologues et les chirurgiens vasculaires. Ils extraient soigneusement tout le câblage de la voiture. Ce n'est pas juste un tas de cuivre. C'est un système complet, prêt à être installé sur une autre voiture. Radiateur, alternateur, démarreur, pompe à essence. Tout cela constitue des organes distincts et précieux qui sont retirés, vérifiés, réparés et remis en service. Même les disques de frein, s'ils ne sont pas trop usés, seront rectifiés et vendus. Le verre est découpé avec précaution pour être vendu à ceux qui l'ont cassé. Amortisseurs, ressorts, bras de suspension, tout est récupéré. Et voilà, après quelques heures, à l'endroit où se tenait la voiture, il ne reste plus qu'un squelette nu et mutilé. Une carcasse sans porte, sans roue, sans entrailles. On pourrait croire que c'est vraiment la fin. Mais non. C'est l'heure des derniers dépeceurs. Armés de chalumeaux à acétylène, ils se jettent sur ce squelette comme des démons. Dans un sifflement et des gerbes d'étincelles aveuglantes qui sentent la peinture brûlée, ils le découpent en morceaux de taille transportables. Et ces morceaux de métal, l'ancienne carcasse, entament leur dernier voyage vers une aciérie locale, souvent improvisée. Là, dans des fours artisanaux où la température atteint plus de 1000 degrés Celsius, ce métal est refondu. L'acier liquide et incandescent est coulé dans de simples moules en sable, et de là naissent de nouveaux objets simples. Des barres d'armature pour la construction, des couvercles de regard d'égout, de simples outils agricoles, ou même des casseroles. Le plus grand marché de pièces détachées d'occasion du Nigeria et peut-être de toute l'Afrique, c'est l'Adipo à Lagos. Ce n'est pas un simple marché. C'est une ville dans la ville qui s'étend sur des dizaines d'hectares. Plus de 30 000 personnes y travaillent. Mécaniciens, vendeurs, débosseleurs, électriciens. Le chiffre d'affaires annuel de ce seul et unique marché est estimé à des centaines de millions de dollars. C'est une économie gigantesque, principalement informelle, qui fournit des emplois à toute une génération. Contrairement aux pays occidentaux, où de nombreuses pièces partent simplement à la presse avec la carcasse, au Nigeria, le taux de réutilisation des pièces d'une seule voiture avoisine les 95%. Pratiquement rien n'est jeté. Les moteurs et les transmissions sont les marchandises les plus précieuses. Le moteur d'un modèle populaire, comme une Toyota Camry, peut être vendu pour 500, voire 1000 $ et plus, selon son état. C'est une somme énorme. Les panneaux de carrosserie, portes, ailes, capots, c'est le gagne-pain de milliers de petits ateliers. Phares, rétroviseurs, boutons de l'habitacle, emblèmes, tout à son prix. Même les vieux sièges de voiture ne sont pas perdus.
Ils sont souvent réparés et utilisés comme meubles dans les maisons et les cafés. Et enfin, ce qui reste. Une fois qu'on a retiré absolument tout ce qui peut être vendu de la voiture, il ne reste que la carcasse nue. Son poids représente environ 30% du poids initial de la voiture. Et même ce reste n'est pas perdu. Au Nigeria, il existe une multitude de petites aciéries, souvent artisanales, qui refondent cette ferraille. Chaque année, elles traitent des centaines de milliers de tonnes de ce métal, le transformant en barres d'armature pour la construction locale. Cela signifie que le gratte-ciel que l'on construit aujourd'hui à Lagos pourrait très bien contenir un morceau d'une Volkswagen qui roulait autrefois dans les rues de Berlin. Nobidiam? Imaginez une pierre, d'apparence si ordinaire, mais à l'intérieur de laquelle se cache une force capable de supporter les charges colossales de notre civilisation. Comment, d'une roche anonyme, naît une route qui résistera à des millions de voitures? Comment la vibration de mâchoires d'acier transforme-t-elle le monolithe en de minuscules cristaux des villes de demain? Chaque année, rien qu'aux États-Unis, plus d'1 milliard de tonnes de roches sont concassées. Et ce vacarme s'entend bien au-delà des carrières. Mais il y a un détail qui n'est pas mentionné dans les rapports officiels. Ce qui se cache dans la poussière et les chocs de ces machines pourrait changer votre perception de la simple pierre. Regardez jusqu'à la fin. Vous découvrirez un secret que l'industrie dissimule. La première étape, la plus spectaculaire, du concassage des gros blocs de pierre dans les carrières est le broyage primaire des massifs rocheux. Le processus commence lorsque d'énormes masses de roches, pesant parfois des dizaines de tonnes, sont acheminées vers des installations de concassage spéciales. Ces installations sont équipées de puissants concasseurs à mâchoires, capables de traiter des roches extrêmement dures et résistantes. Au moment du broyage, on peut assister à la collision impressionnante des surfaces d'acier du concasseur avec la roche, accompagnée de chocs sourds et d'un vacarme qui se propage très loin. Les mâchoires du concasseur se meuvent avec une force capable de briser les roches les plus dures, réduisant des blocs massifs en fragments plus petits. L'ensemble du processus est automatisé et se déroule à grande vitesse, assurant une production continue et efficace. Après le concassage primaire, le matériau est acheminé sur des convoyeurs à chaîne qui l'élèvent pour la prochaine étape de broyage ou de criblage. La vulnérabilité du processus réside dans le fait que même aux étapes initiales, un contrôle minutieux est nécessaire, car des chocs trop intenses peuvent provoquer un broyage excessif ou la formation de poussière, ce qui affecte négativement la qualité du produit. Les caractéristiques techniques des concasseurs sont impressionnantes. Des moteurs de plusieurs centaines de kilowatts et des structures en acier lourdes de plusieurs dizaines de tonnes assurent un fonctionnement stable même sous une charge importante. La température des pièces métalliques augmente, mais des systèmes de refroidissement maintiennent un régime optimal pour un fonctionnement prolongé et ininterrompu. On utilise plusieurs types principaux de roches. Ces roches ont des propriétés différentes et sont utilisées en fonction de leurs caractéristiques techniques. Le granit est l'une des roches les plus courantes et les plus solides pour la production de granulats. C'est une roche volcanique, composée principalement de quartz, de feldspath et de mica. Les granulats de granit ont une grande dureté et une grande résistance à l'usure. On les utilise souvent pour la construction de routes, de voies ferrées et de structures en béton. La taille des granulats de granit peut varier de la fraction fine, de 5 à 20 mm, à la grosse fraction, de 40 à 70 mm. Le gravier est une roche sédimentaire meuble, composée principalement de galets arrondis.
Il est moins solide que le granit, mais a une radioactivité plus faible, ce qui le rend sûr pour une utilisation dans la construction résidentielle. Le gravier est utilisé comme agrégat dans le béton et pour le remblayage des routes. Le calcaire est une roche sédimentaire, principalement utilisée dans la construction de routes comme fondation et couche de base sous l'asphalte ou les dalles de béton. Les granulats de calcaire ont une dureté inférieure, mais constituent un matériau économiquement avantageux. Le quartzite est une roche métamorphique de grande dureté et de grande résistance à l'usure. Il est utilisé pour le revêtement des aérodromes et dans l'aménagement paysager. L'andésite est une roche volcanique, avec une bonne écocompatibilité et une bonne résistance à l'usure. Elle est utilisée pour la production de granulats et comme composant dans le béton. Ces pierres naturelles sont extraites dans des carrières, où elles subissent un concassage par explosif ou mécanique, suivi d'un tri. Après le broyage primaire des blocs de pierre dans l'installation de concassage, l'étape suivante, cruciale, est la séparation du matériau en fractions à l'aide d'un système de crible. Ce processus n'est pas moins spectaculaire et est précisément rodé, car la qualité du tri détermine l'homogénéité et la conformité du matériau aux exigences techniques. La taille des particules du futur sable de construction, des granulats ou du gravier, est définie par des grilles spéciales de grande, moyenne et petite taille. Un grand nombre de grilles, disposées les unes au-dessus des autres, forment un complexe de convoyeurs en série où se produit un fractionnement automatique. Les fragments grossiers restent en haut, subissant un traitement dans les concasseurs suivants, tandis que les produits plus fins sont tamisés vers le bas et tombent dans des réceptacles de tri. L'ensemble du système est synchronisé et fonctionne en mode automatique. Chaque grille est régulièrement nettoyée des obstructions pour éviter les arrêts et ne pas altérer la qualité du produit. Et le mouvement du matériau est contrôlé par des capteurs et un système de contrôle de production. Le contrôle des dimensions et de la qualité du matériau est effectué à la fois par des capteurs et par des vérifications périodiques en laboratoire. C'est important, car les caractéristiques de construction des produits finissent, la durabilité des routes et d'autres structures en dépendent. L'automatisation de ce processus augmente la productivité du complexe de concassage et de tri, réduit le besoin de travail manuel et minimise le facteur d'erreur humain. De plus, des réserves technologiques sont prévues pour un réglage rapide du système, en cas de changement de type de matière première ou de normes. La vulnérabilité de cette étape réside dans le fait qu'une séparation de qualité du matériau en fractions assure une utilisation maximale de la matière première naturelle et crée d'excellentes conditions pour la fabrication ultérieure de mélanges de béton, de fondations, de routes et de voies ferrées. Aux États-Unis, le concassage de roches est l'une des composantes clés de l'industrie minière et du secteur de la construction. Selon le Service géologique des États-Unis, le volume annuel d'extraction et de concassage de minéraux non métalliques, y compris le granit, le calcaire, les mélanges de sable et de gravier, s'élève à des dizaines de millions de tonnes. L'année dernière, les États-Unis ont produit plus d'1 milliard, 200 millions de tonnes de pierres de construction, dont une grande partie est constituée de granulats et de gravier concassés utilisés pour la construction de routes, d'autoroutes, de voies ferrées et de structures en béton. Cela représente environ un tiers de la production mondiale de ces matériaux. La consommation d'énergie des entreprises de concassage aux États-Unis est constamment optimisée. Ces dernières années,
L'introduction de technologies éco-énergétiques a permis de réduire les coûts d'électricité de 20%. Il est également important de noter qu'aux États-Unis, on applique des systèmes de contrôle de la sécurité environnementale à grande échelle, qui réduisent les émissions de poussière et la pollution sonore lors du concassage. Le processus de concassage s'accompagne de la formation d'une grande quantité de poussière, qui pollue l'air à proximité immédiate des carrières et des complexes de concassage. La poussière peut avoir un impact négatif sur la santé des travailleurs et des habitants des zones environnantes, provoquant des problèmes respiratoires, des allergies et d'autres maladies chroniques.